peut-être mon seul sujet de conversation, c'est l'eau potable. J'en ai d'autres, mais peut-être c'est un des principaux. Pour pouvoir comparer une eau embouteillée avec une eau du robinet, il faut comprendre ce qui se passe quand on traite de l'eau pour en faire de l'eau potable. Donc, il faut voir d'où elle vient aussi. Donc, il faut comprendre que nous, on traite de l'eau pour l'ensemble des besoins d'électrolyse pour l'abreuvement. On le fait aussi pour les douches, le lavage et tout. On le fait en fonction de l'abreuvement, mais l'utilisation de l'eau, ben, c'est éteindre des feux. Et donc, c'est énorme comme utilisation. Donc, ça traverse des tuyaux de grand volume. Puis, on est obligé donc de chlorer cette eau-là pour préserver sa qualité. Donc, au niveau de l'agglomération de Québec, à peu près 500 000 personnes qui habitent sur notre agglomération. Il y a 4 sources d'eau potable principales. Il y a le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saint-Charles, la rivière Montmorency, puis il y a quelques puits d'eau souterraine. C'est à peu près négligeable, c'est autour de 5 de notre consommation. On a 2500 km de conduite souterraine, donc c'est autant de risques de contamination, donc de surveillance qu'on doit faire dans notre réseau. Et puis, on a une production totale d'à peu près 95 millions de mètres cubes par an. Si on parle du côté journalistique, on multiplie par 1000 actuellement, donc, parce qu'il va travailler en litres. Donc, c'est 95 milliards de litres par année, à peu près. On a une diminution de la consommation en eau, malgré qu'il y a une augmentation de la population à Québec. Il y a une diminution de la consommation dans les 10 dernières années. C'était surtout attribuable à nos efforts qu'on a faits en gestion de nos fuites, par exemple, dans le réseau. On travaille là, pour assurer une autre qualité, c'est beau de l'annexer, mais aussi de tout le temps être en avant-plan au niveau de la recherche, au niveau de la qualité d'eau potable. Il y a plusieurs membres ici de la chaire des collaborateurs de la chaire d'eau potable. Je ne vous présenterai pas, ça n'y est pas peur. Donc, créé en 2004, notre chaire de recherche nous permet d'être tout le temps à la fine pointe là, de la surveillance de la qualité de l'eau et d'assurer une salubrité en tout temps de notre eau potable. C'est un regroupement des professeurs de l'École supérieure d'aménagement de l'Université Laval et du département de génie civil. Et puis, nos partenaires là-dedans, c'est la ville de Lévis, la municipalité de Saint-Jérôme, dans le coin de Montréal, et puis quelques compagnies privées. Ce qu'on fait au niveau de nos protections de sources d'eau, parce que quand on veut s'assurer d'une qualité d'eau, la première chose qu'on veut s'assurer, c'est un petit peu, moi je travaillais en pharmaceutique avant, au début de ma carrière, il y a une trentaine d'années. Puis, ce qu'on doit faire quand on est en pharmaceutique, c'est l'analyse, c'est la dernière étape, on est tout le temps sûr du résultat. En fait, on doit tout faire en amont de l'analyse pour s'assurer de la qualité. Donc, la bénédiction totale, finale, l'analyse, on n'est jamais surpris que c'est une bonne qualité. Donc, il y a énormément de travail qui se fait en amont. Donc, le travail qu'on a fait, entre autres, c'est des programmes de suivi de rivière pour s'assurer de la qualité d'eau optimale. Donc, s'assurer qu'il n'y ait pas de surverse, trop de surverse dans nos cours d'eau, des contaminations insidieuses ou ponctuelles. On a aussi une stratégie de gestion durable d'eau potable, c'est-à-dire la qualité de l'eau et la quantité d'eau en tout temps. On a développé dans les dernières années, comme vous avez probablement lu les journaux, écouté la télévision, un règlement de contrôle intérimaire qui a été développé par la communauté métropolitaine de Québec pour répondre à une difficulté qu'on avait au niveau de notre prise d'eau potable principale à cause des problèmes d'eutrophisation et l'éclosion de cyanobactéries dans notre réservoir d'eau potable. On a élaboré aussi un guide du promoteur pour dire au promoteur comment développer près d'une prise d'eau potable ou dans un bassin versant d'eau potable. On a aussi développé, puisque le maire, à un moment donné, s'est adressé à nous, il dit « Pourriez-vous me sortir 3-4 critères faciles à comprendre pour développer dans un bassin versant? » Donc, on a développé des critères de développement, et puis ces critères-là sont utilisés de façon générale à la Ville de Québec. On a développé aussi un plan d'urgence, parce que c'est important, on le voit actuellement avec toutes les inondations qu'il y a au Québec, les plans d'urgence sont stratégiques. Donc, quand il arrive un problème dans une prise d'eau, il faut fermer cette prise d'eau-là, s'assurer que tout le monde ait de l'eau en quantité suffisante et en qualité aussi suffisante. On a un programme de suivi de tous nos équipements environnementaux. On veut s'assurer que ce qu'on rejette dans le milieu, c'est de l'eau qui est acceptable pour le milieu, que ça ne va pas contaminer l'eau. Et on fait des études de vulnérabilité de nos sources d'eau potable. C'est dans le cadre du règlement sur le prélèvement des eaux et assurer leur protection. Alors, on a un programme de recherche de fuite en réseau aussi, pour s'assurer qu'on ne gaspille pas l'eau si durement produite.
mais aussi qu'on préserve notre ressource. Parce que imaginez qu'avant, on avait à peu près 30 du flux dans le réseau, 30 de notre eau, et ça en allait dans le CRM, mais ça veut dire qu'on prenait cette eau-là à la nature pour l'envoyer dans le sol. Ce n'était pas très rentable. Donc, on travaille de façon acharnée pour comprendre qu'on est dans un climat nordique. L'eau, en hiver, est à 0 degré dans les tuyaux. Vous savez ce que ça fait dans un bac à glaçons, de l'eau qui gèle, donc ça augmente de volume. Ça peut faire la même chose dans une conduite. Donc, ça fait une pression énorme sur une conduite. Donc, c'est sûr qu'un pays comme le Canada, les pays nordiques, ont des difficultés à ce niveau-là. On a un programme de suivi de nos exutoires pluviaux, pour s'assurer que nos exutoires pluviaux contiennent que de l'eau pluviale et non de l'eau sanitaire, de l'eau qui provient des toilettes, entre autres. On donne des soutiens financiers aussi aux organismes de CVRSA et les différents organismes environnementaux de protection de l'environnement. Donc, ça, c'est à peu près le résumé. Ça, c'était comme la page publicitaire pour la Ville de Québec. Là, on va rentrer plus dans la perception, parce que dans l'eau potable, il y a une question de fait, puis une question de perception. Donc, il y a des gens qui vont dire que l'eau potable est dangereuse parce qu'elle contient du chlore, parce qu'on n'est pas sûr que ce qui est produit, elle vient de la nature. C'est à cause que toute l'eau qu'on voit vient de la nature. Je suis désolé de vous l'apprendre, là, ça vient du ciel, ça tombe sur le sol, il y a une partie qui s'infiltre, il y en a une autre qui s'en va dans la surface, au niveau des autres surfaces, des cours d'eau, c'est capté par la suite. C'est à peu près la même eau qu'on utilise depuis les temps immémoriaux, donc une mauvaise nouvelle encore pour vous autres aujourd'hui, c'est la même eau, en grande partie, parce qu'il y en a un petit peu qui produisent, mais très peu. Donc, c'est la même eau qu'on recycle depuis longtemps. Donc, on a encore pour une couple d'années. Donc, au Québec, il y a des études qui ont été faites par Dr. Levallois, qui est présent aujourd'hui, mais qui ont été faites aussi par moi lors de mon doctorat, qui démontrent qu'à peu près 35 des populations ne consomment pas l'eau du robinet. Donc, on a dit, c'est dû à quoi, 35 On met énormément d'efforts à produire de l'eau de qualité, puis il y a 35 des gens qui ne la boivent pas. Donc, c'est un petit peu frustrant pour nous autres, parce qu'il y a énormément d'efforts qui est fait. Donc, lors de mes études de doctorat, donc, on s'est aperçu que le refus de boire de l'eau s'était relié surtout au goût du chlore. Donc, en Amérique du Nord, 85 des plaintes en réseau, c'est dû au chlore. Alors que c'est assez simple, du chlore, c'est une molécule volatile. Vous prenez un pichet d'eau, vous le remplissez, ça contient du chlore, vous le mettez soit à l'air libre ou soit dans un frigo. Et puis, au bout d'à peu près 2 heures, il n'y a plus de chlore. Ou à peu près pas, parce que le chlore, c'est une molécule qui est extrêmement réactive et peureuse. Donc, elle va disparaître rapidement. Vous le voyez avec ceux qui ont des piscines, il faut tout le temps ajouter du chlore, c'est très, très volatile. Donc, du coup, du chlore, les risques perçus, ce que les gens disent, on ne sait pas, là, c'est des humains qui produisent cette eau-là, on ne sait pas, c'est dangereux, mais c'est à peu près la même chose pour tous les types d'eau. Au niveau d'éducation, c'était perçu que plus que quelqu'un était éduqué, plus qu'il avait peur de prendre de l'eau du robinet. Donc, mais c'était difficile de voir si... Est-ce que c'est à cause que la personne plus éduquée, elle a plus de salaire? Elle a plus de salaire, elle va offrir à des offres qui coûtent plus cher. C'est comme s'acheter une Mercedes ce type de voiture. Donc, on ne sait pas. Mais plus on a d'éducation, plus on a tendance à percevoir des problèmes dans l'eau. Et puis, présence d'enfants à la maison, ça ne nous a pas étonné, parce que quand on a des enfants à la maison, ben, on veut s'assurer qu'il y ait le maximum, on veut tout le temps s'assurer du maximum pour nos enfants. Et donc, on s'est aperçu que les gens avaient tendance à refuser l'eau du robinet quand il y avait plus d'enfants à la maison. Donc, la plupart des consommateurs considèrent que l'eau embouteillée est sans risque. Et pourtant, il y a eu des études qui ont été faites en Angleterre, un petit peu partout, qui ont démontré que l'eau embouteillée, des fois, pouvait contenir des bactéries, n'était pas exempte de problèmes au niveau de la production, et puis qui pouvait comporter son lot de problèmes aussi. Donc, on reste au niveau de la perception. C'est vrai que ce que je peux dire du côté des villes, on ne s'est pas aidé dans le passé. Milwaukee, en 1993, il y a eu un problème de giardia, de parasites dans le réseau qui est passé à cause d'une erreur de traitement. Une centaine de personnes sont décédées, ça a mal été. Donc, ça, c'est la première chose qui est arrivée. Whitewater, tout le monde s'en souvient. 7 morts, si ma mémoire est bonne. Une autre, pas de morts, mais pas mal de malades. Toutes des erreurs. Whitewater, ce n'était pas tout à fait une erreur comme un petit peu de cachette,
Mais les deux, Bernard Rutherford et Milwaukee, c'est une erreur. Quand on fait une avis d'ébullition sur le réseau, les gens pensent qu'ils ont fait une avis d'ébullition, donc l'eau n'est pas bonne. Moi, depuis que je travaille à la ville, la plupart des villes, c'est comme ça. 99,9999% des avis d'ébullition sont préventifs. C'est pas ce qu'on pense qu'il peut avoir quelque chose. Mais maintenant qu'il y a dans les télé, on n'est pas sûr, on fait une avis d'ébullition. Donc, ce que je dis aux gens, c'est que si y a une avis d'ébullition, vous devriez être assuré parce qu'on la surveille, là. On est là, on la regarde. Donc, on s'aperçoit de quelque chose, puis tout de suite, on ne prend pas de chance, on fait une avis d'ébullition. Au niveau des qualités organoleptiques, donc les gens vont trouver, oups, ça goûte la terre, l'eau, c'est pas bon. L'eau goûte une molécule quelconque, elle goûte. Mais ces molécules-là, c'est souvent des molécules d'origine naturelle, qui sont produites par des organismes naturels. On n'a pas besoin d'avoir une grosse quantité pour donner un goût à l'eau, l'ordre du nanogramme par litre, parce qu'on est quand même des animaux qui ont un très très bon seuil de perception des goûts et odeurs. Et souvent, c'est des molécules qui sont complètement, presque tout le temps inoffensives. Entre autres, quand on a de l'eau qui est terreuse, qui goûte la terre, c'est les obornéoles qui donnent ça, puis c'est la molécule qui donne le goût à la betterave. C'est la même molécule. Donc la betterave, on en mange, mais c'est pas c'est inacceptable dans l'eau, parce que de l'eau, c'est censé être inodore, incolore et ainsi de suite. C'est ces trois qualités. Et puis aussi, des fois, quand les gens voient une couleur jaunâtre à l'eau, souvent qui est due à la plomberie domestique ou des choses comme ça, les gens vont dire hey, c'est dangereux. Donc, les couleurs, c'est mal perçu dans un réseau. Puis les informations externes, donc le voisin, il m'a demandé, il y avait une citoyenne qui m'avait appelé, elle m'a dit que son voisin il avait dit tu bois l'eau du robinet, mais t'es malade, c'est dangereux de faire ça, il faut que tu arrêtes ça. Donc, il y a de l'information externe, mais aussi l'information de ce qui vous est arrivé dans votre vie. Donc, il y a beaucoup de gens qui associent l'eau du robinet à des cancers. Donc, si dans la famille, il y a eu des cancers, il va y avoir des cancers, donc on va prendre de l'eau embouteillée. Donc, selon l'information reçue, les gens peuvent modifier leur Quand j'ai fait ma thèse de doctorat, j'ai travaillé sur la perception. Puis on s'est aperçu que plus que les gens percevaient des risques, puis ça c'est pas étonnant, c'est comme une vérité de M. Lepalais, puis à un moment donné, il faut le mesurer pour voir si c'est vrai ou pas. Donc, plus que les gens perçoivent des risques, moins ils prennent de l'eau du robinet. Puis moins qu'ils aperçoivent des risques, mais plus ils boivent de l'eau du robinet. Ça, c'était, vous allez me dire, ça tombe sous le sens, mais il fallait quand même le faire. Hein. C'est quand même, ça prend un certain temps à faire ces recherches-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur de biais de méthodologie. Au niveau de l'eau du robinet aussi, c'est qu'on s'est aperçu que ceux qui choisissaient de l'eau, généralement l'eau du robinet, c'est ceux qui étaient plutôt satisfaits de la qualité de l'eau. Vous allez me dire c'est évident, mais ça aurait pu être autre chose aussi. Et puis, ceux qui sont plutôt insatisfaits, là, eux autres qui ne choisissent pas, mais là, pas du tout. Donc, comme je le disais, le niveau d'éducation des consommateurs, c'était ce qui était lié le plus à l'utilisation d'eau embouteillée, mais aussi une image santé. On fait de petits jogging l'après-midi, puis on prend de l'eau au SK, on se promène avec ça. Ça fait plus santé que de prendre de l'eau dans une gourde ou dans un verre d'eau. Donc, il y a l'image santé. L'absence de goût et d'odeur de chlore. Donc, les gens assument vraiment que le chlore, c'est dangereux. Si j'ai du chlore, c'est ça. Mais en Amérique du Nord, c'est obligatoire d'avoir du chlore dans l'eau. C'est une négligence de traitement. Je ne pourrais pas dire, il y a certains pays d'Europe qui éliminent le chlore en sortie de traitement parce qu'ils n'ont presque pas de matière organique et tout. Nous, en Amérique du Nord, on est obligé de maintenir un certain niveau de chlore. Si on ne le fait pas, on est illégal. Le ministère ne laissera pas faire notre travail. Donc, la réputation qui est populaire au niveau de l'eau embouteillée, c'est une réputation. On en voit de plus en plus. Moi, ça me désole, hein, parce que dans l'environnement, on voit de plus en plus de bouteilles. L'autre jour, j'étais le premier sur la piste cyclable. J'allais voir les oies. Puis, il y avait une oie qui était en train de jouer avec une bouteille de plastique. Donc, ça n'a pas d'affaire. Il me semble que ce n'est pas tout à fait naturel. Là. Donc, il y a beaucoup d'eau embouteillée. Puis, de plus en plus, les gens en prennent. L'aspect pratique, ça, j'en conviendrai que moi aussi, des fois, j'utilise pour l'aspect pratique. Il n'y a pas d'eau, je m'en vais à quelque part, je ne suis pas sûr, je m'en vais dans un camping, je ne suis pas sûr, je vais en acheter. Je ne suis pas un saint. Ça veut dire que l'eau embouteillée n'a pas d'utilité, elle a son utilité, mais de là à avoir quotidiennement. Puis, il y a une impression d'innocuité. Donc, ça, c'est
C'est ce qui est le plus évident pour tout le monde. Donc, quand on a demandé aux gens quelle était, selon vous, l'eau la plus sécuritaire, ben, beaucoup de gens ont dit que c'était l'eau embouteillée. Puis il y en a qui ont dit qu'elle était toute, mais l'eau du robinet était en dessous de l'eau embouteillée, ce qui nous a étonnés à moitié. À moitié seulement. Comme je disais tout à l'heure, en fait, ce que je voudrais que vous fassiez quand vous allez sortir d'ici, c'est de comprendre comment on travaille, puis vous rassurer par rapport à la qualité de l'eau. Donc, nous, on a 3 mécanismes qui s'assurent de la qualité. Ce n'est pas seulement les analyses. L'analyse, c'est comme je vous dis, on est sûr de la qualité quand on l'analyse. D'abord, c'est la protection de la source au robinet. S'assurer que notre source d'eau est protégée, que notre usine de traitement fonctionne convenablement, que tout le monde est bien formé. Puis après ça, quand on distribue l'eau dans les tuyaux sont bien traités. Quand il y a une réparation de tuyaux à faire, c'est fait correctement, les désinfections sont faites correctement. Donc, pour diminuer le plus possible les risques. Ensuite, qualité, contrôle de qualité. C'est beau de faire confiance à tout ça, mais on vérifie aussi la qualité. Donc, on s'assure que la microbiologie, parce que c'est la première chose qu'on veut vérifier, c'est la microbiologie de l'eau potable. Est-ce qu'on a des micro-organismes dans l'eau? Parce que ces contaminants-là peuvent apporter une maladie dans les heures qui suivent la consommation. C'est très rapide, on appelle ça, c'est aigu comme résultat, donc on travaille ça. Donc ici, on travaille les analyses à long terme. Donc les paramètres qui font des problèmes à long terme, comme les métaux, les sous-produits de désinfection, les composés organiques, eux, ils ne donneront pas de maladie demain matin. Si je prends un verre d'eau avec des benzo-alpha-pyrène, par exemple, je ne serai pas malade aujourd'hui. Il ne faut pas des concentrations qu'il y a dans l'eau, ni même demain. Dans 30 ans, par exemple, je peux développer un cancer. Donc, je m'assure que moi, je n'ai pas ces genres de molécules-là ou que je les ai en quantité correcte dans mon produit. Diminution des risques à la consommation. Donc, on travaille énormément pour diminuer les risques. C'est pour ça qu'on fait des avis d'ébullition préventifs. C'est que quand on a un soupçon qu'il y a quelque chose, il y a une de ces choses-là qui n'a pas fonctionné, protection, contrôle de qualité, tout de suite, on émet des ébullitions ou de non-consommation. Au niveau du Québec, en 2001, c'était déjà beaucoup de temps de ça, mais il a été révisé depuis le règlement. Il est révisé aux 5 ans, donc depuis 2001, il a été révisé au moins 3 fois. L'Assemblée nationale du Québec a adopté le règlement le plus sévère, un des plus sévères en Amérique du Nord, même au monde, concernant la qualité de l'eau. Et puis, ce règlement-là, non seulement elle a réglementé sur les normes, mais aussi réglementé sur comment on traite l'eau. Donc, avant 2001, on pouvait avoir de l'eau distribuée en réseau sans traitement, sous certaines conditions. Maintenant, ça prend des conditions très sévères pour qu'on ait de l'eau distribuée sans traitement. Donc, au niveau du traitement d'eau, les exigences de traitement, le suivi de la distribution, chlore, pH, turbidité, ils ont rajouté des contrôles bactériologiques et physico-chimiques. Comme je disais tout à l'heure, il y a 4 usines de traitement à Québec, au Parc Charlevoix, Loretteville, Sainte-Foy. On utilise un procédé de coagulation-floculation. Là, je vais faire j'ai fait un petit dessin animé de mon cru. Soyez indulgents. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Dans coagulation-floculation, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des contaminants organiques dans l'eau, il y a toutes sortes de molécules, des colloïdes, des petites substances comme ça. Donc, ce qu'ils vont faire, ces contaminants-là, ils vont tous se regrouper, parce qu'en chimie, on dit que tout ce qui est dans la même famille ont tendance à se coller ensemble. Quand il y a des molécules qui sont pareilles, qui vont ensemble, on va dire like dissolve like, c'est ce qui aime une chose va se dissoudre dans l'autre chose. Donc, on s'en sert en traitement d'eau. Donc, les molécules, ils vont se coller sur les plus gros colloïdes, des molécules organiques. Ensuite, on fait une coagulation, on ajoute de l'alun. L'alun, c'est positif, fortement positif. Puis les colloïdes, à force de se frotter un sur l'autre, sont négatifs. Ils ont des électricités esthétiques, ils sont négatifs. Donc, ce qui arrive, du positif, du négatif, ils s'aiment beaucoup, ils s'attirent. Et puis, la dernière étape, c'est la floculation et la filtration. Donc, ça, c'est pesant, ça tombe dans le fond. Et puis, on a un autre qui est débarrassé de ces contaminants. Donc, après ça, ce qu'on fait, on rajoute, il y a des bactéries. J'ai synchronisé les bactéries par des ovales jaunes, parce que la plupart des gens pensent que les bactéries, c'est des petits animaux qui marchent et qui ont des dents. C'est pas ça du tout. Ça ressemble plus à ça, des bactéries. Ça marche pas, ça fait pas de dents.
Donc, le rejet du chlore. Et puis, le chlore va inactiver, donc il va s'attaquer au bagage génétique de la bactérie pour détruire, pour empêcher la bactérie de se reproduire. Puis en microbiologie, on dit une bactérie qui ne se reproduit pas, qui est inactive, elle ne cause pas de problème, parce qu'elle n'est pas capable de se reproduire. C'est lorsque la bactérie se reproduit que ça peut causer des problèmes. Donc, il reste du chlore résiduel. J'ai laissé 2 chlores pour vous montrer qu'on laissait du chlore. Donc, ça, c'est ça le procédé de traitement. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a un cours de traitement qui est donné en génie civil. C'est un cours de 45 heures. Donc, c'est sûr que ça va un petit peu plus de ça pour comprendre. À Québec, donc, tous ceux qui restent à Québec ici, vous payez pour ça dans votre compte de taxes. Donc, 37 millions sont investis annuellement pour le traitement de l'eau potable. Mais malgré tout, il y a 35 des gens qui boivent pas, donc qui payent pour rien de l'eau qui est produite. Au niveau de l'approvisionnement, donc c'est des grandes quantités. La plus importante, c'est celle de Loretteville, la rivière Saint-Charles. On produit 248 000 m3 par jour. Puis quand on parle de la principale source d'eau potable dans les journaux, vous voyez ça souvent. Puis là, actuellement, notre maire, il travaille beaucoup pour protéger cette source-là. Il dit tout le temps c'est la principale, mais c'est de ça qu'on parle. Celle qui est sur la rivière Saint-Charles. Au niveau du contrôle de qualité, ça c'est le territoire de la ville. Les petits points bleus que vous voyez, ce sont tous les points qu'on surveille sur notre territoire. On s'est arrangé pour avoir à peu près un point dans chacun des paliers de pression de la ville. La ville est en pente. On doit avoir des paliers avec une pression qui est égale par hauteur. Donc on s'arrange pour avoir un point par palier de pression, à peu près. Et puis ces points-là sont analysés sur une base quotidienne, hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Qu'est-ce qui est fait? À la Ville de Québec, on analyse à peu près 7 000 échantillons. Donc, je reçois à peu près 30 000 échantillons à mon laboratoire par année. Sur les 30 000 que j'ai, il y en a 7 000 qui sont d'eau potable. Donc, avec des fins de contrôle de qualité d'eau potable, on fait la microbiologie, coliforme toto, Escherichia coli, qu'on appelle coliforme féco, puis les gens appellent coliforme féco, c'est pas tout à fait ça. Bactéries atypiques, bactéries sporulantes, donc c'est des bactéries sporulantes qui vont exister dans l'eau, qui ont tendance, quand ils sont attaqués par le chlore, par exemple, ou attaqués par un agresseur, à mettre une spore. Et après ça, nous, on va regarder si ces bactéries-là recroissent par la suite. Parce que si on ajoute du chlore à une bactérie, puis qu'elle recroît après, on veut pas ça. Là. Donc, on regarde si notre traitement est capable de l'enlever. Donc, on fait une bactérie sporulente. C'est très intéressant, c'est très joli, aussi synthétique. Ça fait des petits points rouges. Donc, bactéries hétérotrophes aérobie anaérobie, ça nous donne une idée de recroissance dans le réseau, voir si notre eau est saignante. Ici, il faut faire quelque chose, un rinçage de réseau. Donc, comme vous voyez du rinçage de réseau, souvent, vous allez voir de l'eau sortir des bonnes fontaines, là, mais c'est à cause que nos pHA sont un petit peu élevés qu'on veut s'assurer d'une qualité optimale. Au niveau de la physicochimie de l'eau, on analyse les paramètres de base, là, qui sont le pH, le chlore, l'alcalinité, on fait aussi la conductivité, là, je ne les ai pas tous mis, on fait beaucoup de paramètres. Puis on fait aussi les micropolluants organiques, inorganiques, les produits de désinfection. Puis on fait aussi les contaminants émergents. On appelle ça émergents. C'est pas parce qu'ils émergent actuellement, ils sont là depuis longtemps, mais c'est qu'on a appris à les analyser en petite quantité depuis tout récemment. Donc on les appelle émergents à cause de ça. Donc ça, ce sont tous les perturbateurs endocriniens, toutes les molécules qui ressemblent à une hormone, mais qui ne sont pas des hormones. Si elles arrivent dans le corps humain, ils font croire au corps que c'est une hormone, mais ce n'est pas une hormone. Donc ça met à terre un peu le système hormonal, puis ça peut causer des cancers à long terme. Donc, on analyse ça, puis on analyse toutes sortes de molécules. Là, je vous dis comment on est bon. C'est rare qu'on ait affaire à le dire, mais je vous le dis. Dans notre laboratoire de la ville est accrédité par le ministère. Vous ne savez peut-être pas, mais tous les laboratoires qui sont accrédités doivent être accrédités selon une norme ISO. On est tous surveillés par le ministère de l'Environnement. On doit procéder à des essais de performance. Puis la note minimale de passage, c'est 80. C'est assez sévère, comme on reçoit des échantillons fantômes, ils viennent nous vérifier pour voir si on est bon et ils ont fait des belles analyses. On a 17 domaines d'accréditation, donc on fait une panoplie d'analyses. Et puis on a beaucoup d'équipements. Là, c'est peut-être, ça ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais c'est des bons instruments de mesure. Je vous invite à venir à notre prochaine porte ouverte, ceux qui veulent voir comment on est organisé. On est un des laboratoires municipaux les mieux organisés, là, je dirais, dans la province. Ce qui est récent, notre laboratoire.
Au niveau de l'eau embouteillée, donc là, j'ai dit, bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, parce que je veux comparer les choses. Donc, l'eau embouteillée, bon, il y en a plusieurs sortes. Donc, soit qu'elle vient du réseau, ils prennent notre eau, ils rajoutent de l'ozone dedans, puis conditionnement, ça veut dire qu'ils mettent en bouteille, c'est la même chose. Ou ils prennent une eau souterraine, et l'ozone, ils la conditionnent. Donc, ils la mettent en bouteille. Le traitement n'est pas adapté à la source d'eau. Nous, quand on va faire du traitement dans une ville, une municipalité, on adapte toujours le traitement à la source d'eau duquel on prend l'eau, mais pas dans les usines d'eau embouteillée. C'est mis dans du plastique, souvent qui libère des composés, surtout quand ils sont exposés au soleil. Hein. Vous voyez ça, j'ai vu ça chez Métro l'été passé, il y avait tout ça, des bouteilles assorties de Métro pour dire qu'ils vendaient leur eau. Le soleil a tombé là-dessus tout l'après-midi. J'aurais dû voir les bisphénols, les talents qu'il y a eu là-dedans. Et puis, aucun traitement minimal est exigé par la réglementation. Allez voir le règlement, c'est le MAPAC qui est responsable de ça. Le traitement n'est pas, il n'y a pas d'exigence de traitement. Au niveau du contrôle, il n'y a aucune exigence de contrôle. Il y a seulement des exigences de résultats. Comme il y avait un petit peu avant dans notre règlement CFLT d'eau potable, donc ils disent qu'il ne faut pas que vous ayez de E. coli. Est-ce que vous êtes obligé de la vérifier? Non. Il ne faut pas qu'il y en ait. Donc, une fois de temps en temps, il peut y avoir des inspections, mais c'est ça. Donc, on ne regarde pas non plus la durée de vie du produit. Donc, les bactéries ou même les molécules peuvent dissoudre dans le plastique. Normalement, quand j'étais en pharmaceutique, je prenais une molécule, puis j'évaluais sa durée de vie ou sa réaction avec le contenant, mais pas dans l'eau potable, ce n'est pas une exigence. Il y a une exigence de ne contenir aucun pathogène, c'est bien un minimum, mais il n'y a pas d'obligation d'analyse. Donc, si je compare eau distribuée ou embouteillée, en fait, il n'y a aucune exigence de traitement. On doit avoir une absence de micro-organismes, mais ce n'est pas obligé de contrôler. On doit respecter les normes, mais on n'a aucune obligation de contrôle. Aucune norme au niveau des contaminants organiques. Les analyses dans l'eau embouteillée doivent être faites par un laboratoire agréé. Quand je vais voir des définitions d'agréé, c'était qu'un chimiste qui travaille là, qui est membre d'un ordre professionnel. Les laboratoires accrédités, ça prend plus que ça. Il faut passer des examens d'analyse. Et puis, on n'a rien à voir, si l'eau est non potable, il n'y a pas d'exigence dans la réglementation provinciale, il y a seulement une exigence au niveau du fédéral pour les aliments hydroalcooliques. Là, je vais être un petit peu plus environnemental, parce qu'il y a une autre chose, c'est que l'eau embouteillée, il faut regarder une autre chose, c'est qu'elle apporte une empreinte écologique. Une empreinte écologique, c'est-à-dire, quand on fait cette eau-là, qu'est-ce qu'elle prend, cette eau-là, en termes de ressources, qui fait que ça va disparaître. Cette ressource-là n'existe pas. On va utiliser de la ressource non renouvelable. Donc, c'est important d'évaluer l'impact quand on veut au niveau environnemental pour voir c'est quoi l'impact d'un bien. Donc, quand on regarde une eau embouteillée, la production de bouteilles de plastique, donc on utilise du pétrole, une ressource non renouvelable, ça prend à peu près 20 ml de pétrole par bouteille. Pompage d'eau embouteillée, ça prend de l'énergie. Donc, on dit que ça prend à peu près 66 ml, équivalent 66 ml de pétrole pour produire 1 litre d'eau embouteillée. Et puis, 1 litre d'eau peut exiger jusqu'à 2 litres d'eau de production. La bouteille va refroidir, lorsqu'on fait la bouteille pour refroidir le plastique. Donc, l'eau de refroidissement et tout. Donc, ça ne vient pas de moi, là, ça vient de la littérature. Transport, ça varie. Si ça vient de Toronto, comme l'eau, je pense que c'est l'eau Coca-Cola, de la Saint-Louis, je ne sais pas trop, ça vient de Toronto. Très bonne eau de réseau. Et ça peut venir des îles Fidji. Dans les îles Fidji, là, ça veut dire qu'on prend de l'eau dans un bassin versant, dans une place qui n'a pas nécessairement beaucoup d'eau, puis il transporte par bateau, il l'amène ici, puis nous, on le prend, puis on fait un petit pipi, puis on l'envoie dans un autre bassin versant. Donc, on prend de l'eau, donc on fait de l'importation de bassin versant, ce qui n'est pas très environnemental. Donc, on dit qu'à peu près, ça prend le quart du volume de la bouteille en transport en termes de pétrole. Donc, les bouteilles vides sont très, très peu récupérées. C'est un dommage pour la nature. Puis, le problème, c'est que quand on réussit à les récupérer, ils ne vont pas nécessairement dans le bac, ils vont dans la poubelle, puis ils sont brûlés incinérateurs. Puis, comme c'est un plastique, ça produit des gaz à effet de serre.
Donc, là, je compare avec l'eau du robinet. C'est sûr que j'étais un petit peu, comment que je pourrais dire, comment on appelle ça, quelqu'un qui prêche ça Reste à part, ouais, T'es c'est chauvin. ça. Chauvin, c'est ça. Je suis très chauvin. Mais, c'est ça. Il paraît qu'il faut l'avouer. C'est moins pire quand on avoue avec un conflit d'intérêt. Donc, l'eau est produite dans le même bassin versant habituellement qui est consommée. Nous, toute l'eau qui est consommée est produite dans le bassin versant du fleuve Saint-Laurent, si vous en doutez. Elle ne nécessite pas de contenant, elle a son propre contenant qui est permanent, qui dure à peu près 100 ans. Les conduites de l'aqueduc, c'est à peu près 100 ans. Elle ne requiert pas de transport. Puis même à Québec, on est chanceux, elle ne requiert à peu près pas de pompage, puisqu'elles sont produites en hauteur. Notre eau est produite en hauteur, puis elle descend par gravité. Donc, elle respecte aussi les règles du développement durable là, pour tenir en compte les besoins des générations futures. Puis c'est un choix économique aussi. Je suis allé voir récemment, lundi dernier. Puis ça, c'est l'eau d'aqueduc. En fait, j'aurais dû casser mon ordonnée, briser mon ordonnée pour mon prix. Il reste 4 minutes puis j'achève. Donc l'eau d'aqueduc n'est même pas sur le graphique. Et puis pour de l'eau Fidji, c'est pas loin de 2,50 $. Donc c'est énorme. Là. C'est fou. Là. Je pense que c'est 350 fois le prix de l'eau. L'eau embouteillée 250 fois plus cher à peu près que l'eau distribuée. Conclusion. Donc, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre. Je pense qu'on contrôle bien notre source d'eau potable, puis qu'on contrôle aussi tous nos procédés, puis qu'on contrôle aussi la qualité. On a des quotas d'analyse, j'ai oublié de vous en parler. Le ministère ne dit pas seulement « faut vous analyser », il nous dit comment. Combien on doit analyser. Les consommateurs sont prévenus quand il y a une non-conformité. Donc, soyez pas inquiets quand vous voyez dans un journal ou à la radio que l'eau est en avis d'ébullition. C'est que on voit à la qualité de l'eau. C'est comme moi quand je vois un rappel d'un produit. L'autre jour, il disait que le gin, je ne sais pas quel gin bombé était rappel parce qu'il y avait 70% d'alcool, alors qu'il devait en avoir 40. Moi, je ne trouvais pas que c'était une raison importante. J'aurais mis de l'eau dedans, mais en tout cas, ils ont fait un rappel, ils ont prévenu la population parce que ce n'était pas un produit qui était correct. Donc, ils ont fait un rappel. Donc, il y a une certaine, on a une certaine assurance. Là, tu dis, le gin, on le garde, on va s'en servir pour les parties cet été. L'eau produite est consommée dans le même bassin versant, puis c'est 1000 à 4000 fois inférieur le coût de l'eau distribuée par rapport à l'eau embouteillée. Donc, c'est tout. C'est ça.